On va démarrer la séance si vous voulez bien. Bonsoir à toutes et tous. Alors, je vais déjà commencer par nommer les personnes absentes. Donc, M. Klutchnikov sera absent. Il a donné son pouvoir à M. Kermarek. Mme Maury est absente et a donné son pouvoir à M. Hervé. Mme Le Thor est absente et a donné son pouvoir à Mme Durand. Mais peut-être qu'elle va nous rejoindre en cours de conseil. M. Deguerré sera absent et a donné son pouvoir à M. Roulet. Et M. Houssin est absent et a donné son pouvoir à M. Saunier. Voilà, si je n'ai pas fait d'erreur. Très bien. Je vous propose de nommer M. Salio comme secrétaire de séance. Bien, Julien? Il est d'accord? Oui. Merci, Julien. Bien, écoutez, nous allons commencer par énumérer l'ordre du jour, qui est assez court aujourd'hui, puisque nous n'avons que 9 délibérations. Alors, donc, la première, c'est l'habituelle approbation du compte-rendu du dernier conseil municipal, qui a eu lieu le 20 septembre, donc c'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps. Donc, je voulais savoir s'il y avait des observations par rapport à ce compte-rendu. Non, pas d'observation? Très bien. Parfait. Écoutez, je ne sais pas si on doit voter, je ne sais plus si on doit voter. Si, on doit voter. Donc, qui est contre ce compte-rendu? Qui s'abstient? Donc, le compte-rendu est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 2, je passe la parole à M. Leroy pour les finances, modification de désignation des membres de la commission consultative des services publics locaux. Oui, donc comme vous le savez, cette commission a pour vocation de fournir des informations sur le fonctionnement des effectifs des services publics et aussi d'être consultée sur certaines mesures relatives à leur organisation et émettre toute proposition utile en vue des adaptations qui pourraient apparaître nécessaires. Elle est obligatoirement consultée pour avis sur tout projet de délégation de services publics, de contrat de partenariat, de création de régie dotée de l'autonomie financière avant que l'Assemblée délibérante ne se prononce. Par ailleurs, elle examine chaque année les rapports annuels établis par les délégataires de services publics ainsi que les bilans d'activité des services publics exploités en régie dotée de l'autonomie financière. Donc la CCSPL de la ville sera notamment amenée à traiter des services publics locaux suivants: l'exploitation du réseau câblé de télédistribution dans les lotissements brusois, actuellement géré par GER-TV, et la construction, l'installation et l'entretien de mobilier urbain d'information municipale et de publicité, donc géré par la société Abribus actuellement. Donc suite à la démission de Madame Catherine Almin, il vous est proposé de nommer à sa place Madame Marion Chevalier, le reste des titulaires et des suppléants étant identiques. Donc je vous demanderai de bien vouloir désigner Marion Chevalier en remplacement de Madame Catherine Almin comme membre de la CCSPL. Est-ce qu'il y a des questions? Juste une question, quand est-ce qu'est prévue la première rencontre, puisqu'elle se réunit une fois par an? Ça va être probablement en janvier ou février, début d'année prochaine. D'autres questions? Non, pas de questions. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc proposition adoptée à l'unanimité, merci. Troisième délibération, M. Gouenet-Hervé, éducation, contrat local d'accompagnement à la scolarité. Donc le contrat local d'accompagnement à la scolarité classe. Dans le cadre de sa politique enfance-jeunesse et de lutte contre les inégalités scolaires, la ville de Bru souhaite proposer un accompagnement à la scolarité aux élèves éprouvant des difficultés à l'école. Le dispositif classe, contrat local d'accompagnement à la scolarité, est conclu pour une durée d'1 an. Il a pour but de proposer aux enfants, dans un cadre ludique et convivial, l'appui et les ressources complémentaires dont ils ont besoin pour s'épanouir et réussir à l'école, méthodologie de travail, valorisation de leurs acquis, élargissement de leur centre d'intérêt. Concrètement, le classe s'adressera aux jeunes d'âge élémentaire, encadrés par un animateur du service enfance-jeunesse, lui-même épaulé par une équipe de bénévoles. Les séances se dérouleront 2 fois par semaine à la Maison des Jeunes et s'adresseront à un
groupe constitué de 8 à 12 enfants pour lesquels un besoin a été repéré. L'orientation se fera en accord avec les parents, en lien avec les enseignants. Ce projet, fruit d'un partenariat organisationnel et financier avec la CAF d'Ille-et-Vilaine, s'inscrira donc dans une démarche de continuité de l'action éducative. Afin de mettre en place ce dispositif contrat local d'accompagnement à la scolarité, je vous demanderai de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer la convention à venir avec la CAF, avec la Caisse d'allocation familiale d'Ille-et-Vilaine. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, Madame Bria. Alors, bien évidemment, nous ne pouvons qu'encourager tout dispositif qui propose de valoriser les acquis des élèves et de promouvoir l'apprentissage de la citoyenneté et de la vie collective, tout en acquérant des méthodologies adéquates pour s'épanouir et réussir à l'école. Cependant, nous avons besoin de quelques précisions concernant le financement et le critère de recrutement des bénévoles, entre autres. Alors, concernant le financement, à la lecture de la charte, on peut lire que le calcul de la prestation de service se fait à partir d'un prix de revient limité au plafond CNAF et multiplié donc par un pourcentage et ensuite multiplié par le nombre de collectifs. Connaissez-vous le montant du plafond et si le prix de revient réel est supérieur au plafond déterminé par la CAF, si j'ai bien lu, les 32,5% s'appliquent donc à ce plafond. Et avez-vous chiffré le coût annuel de fonctionnement pour la ville ? Vous avez évoqué en commission éducation, monsieur l'adjoint, la somme de 7 885 € et confirmez-vous cette somme ? Des bonus enfants et des bonus parents de 300 € chacun viendront compléter la prestation de service en fonction des actions proposées. En ce qui concerne les bénévoles, quels seront les critères retenus pour le recrutement et ferez-vous appel à des intervenants professionnels qui généreront des coûts supplémentaires ? Il avait été évoqué également lors d'une commission éducation l'idée de n'intégrer dans ce dispositif que des élèves domiciliés à Bru. Il semble légitime de se poser la question, pas tant sur le montant du dispositif qui reste somme toute relatif, mais sur le principe même de l'utilisation des finances publiques de la ville. Enfin, une dernière question plus logistique, si je peux me permettre. Comment envisagez-vous de transporter les élèves des différents groupes scolaires jusqu'à la maison des jeunes ? Merci, monsieur l'adjoint, de vos réponses. Monsieur Hervé. Donc la question du financement, pour le démarrage, c'est déjà qu'on est sur des financements sans ajout de financement, puisqu'on, comme on l'a évoqué en commission éducation, c'est les reliquats de budget qui permettent de financer le dispositif. Et alors j'ai plus en tête le coût de... Vous aviez annoncé en commission 7 885 €. C'était le coût de fonctionnement pour l'année, ce que vous avez évalué pour l'année 2022 ? Oui. Bon, d'accord. Mais connaissez-vous le plafond de la CAF ? Parce que si j'ai bien compris, si le coût de fonctionnement dépasse le plafond de la CAF, de toute façon, le reste à charge pour la commune sera plus élevé parce que la CAF ne partira que de son plafond pour appliquer les 32,5%. C'est bien ça ? On avait juste besoin de précision parce que, bien sûr, on va voter la délib, mais bon, c'est normal qu'on ait quelques petites interrogations sur le budget. En revanche, vous pouvez peut-être nous répondre oui. Sur les bénévoles aussi, peut-être ? Oui, là, ça concerne 12 enfants. Hein. Donc Et pour les bénévoles, il y a un partenariat à la CAF avec la Ligue de l'enseignement, donc qui assure une formation pour les bénévoles. Donc il n'y a pas encadré par un animateur enfant-jeunesse. Vous ne ferez pas appel à des intervenants extérieurs. Dans la charte, il est proposé éventuellement de faire intervenir des... Et quels seront les critères alors de recrutement de ces bénévoles ? Non. L'idée, c'est de faire intervenir les bénévoles. Déjà, la bonne volonté et puis il y a quelques appétences pédagogiques peut-être quand même ? Oui, mais il y a un temps de formation qui va permettre de s'assurer que les personnes bénévoles ont bien les compétences et si elles les ont pas, qu'elles les acquièrent. Hein, donc, il n'y a pas de... Et à ma question sur la logistique, parce que là, les enfants comme les séances, si on peut appeler ça comme ça, auront lieu à la Maison des Jeunes, comment vous comptez faire venir les enfants, par exemple, du Vert-Buisson à 4h30 je sais pas. Ça, c'est juste une question logistique. Comment vous prévoyez de les faire venir ?
Les parents les amèneront? Enfin, je ne sais pas, là, c'est pas... Je vous pose juste une question. Ben, le dispositif classe se met en place dans la mesure où il y a un investissement aussi des parents. Donc ça sera à voir au cas par cas, mais a priori c'est les parents qui seront sollicités pour faire... C'est les parents sont sollicités, puis je suppose qu'après, au cas par cas, si effectivement il y a des difficultés, on verra, on avisera à ce moment-là. Voilà, oui, c'est ça. Il faut déjà lancer le programme. Et puis je pense que pour les bénévoles, on doit quand même aussi avoir à Bru, dans une commune de 19 000 habitants, quelques enseignants retraités qui seraient intéressés de faire cet acte citoyen. Justement, la question avait été posée des enseignants retraités. Je crois qu'on avait dit, enfin, la commission avait dit pas d'enseignants retraités. Pas d'enseignants retraités. Non, c'est pas ça qui a été dit. C'est pas ça qui a été dit. Si. Enfin, bon. Oui, enfin, la question, c'était pas tellement ça, c'était le fait que le dispositif classe, c'est pas du soutien scolaire. Ils ne font pas de toute façon, on n'était pas obligé d'avoir des compétences pédagogiques, comme un enseignant. Et donc c'était ouvert, évidemment peut-être à des enseignants retraités s'il y en a, mais s'il y en a pas, c'était pas un problème particulier. C'est plus un partage d'expérience parce que le dispositif classe, on n'est pas les premiers à le mettre en place. Ça existe déjà depuis 10 ans, je crois, dans certaines villes. Et le constat qu'ils faisaient, c'est que c'est pour ça que ça a été évoqué à l'époque, des enseignants qui s'investissent, retraités, pouvaient avoir des réflexes d'enseignants qui n'étaient pas forcément les mieux adaptés par rapport au dispositif, mais après, c'est toute une question aussi de compétences de bénévoles, de capacité d'ouverture et d'adaptation à ce dispositif-là. Et la dernière question, oui, que je vous ai posée... Les compétences de savoir-être et de savoir-faire, quoi. Et ça va être un mix de ces différentes compétences. Et la dernière question concernant, j'allais dire, le dispositif qui ne s'adresserait qu'aux enfants brusois. Vous savez que la question a été posée en commission aussi. Est-ce qu'on peut avoir des informations là-dessus, vous ? Pour l'instant, on en a débattu. Ce qui était important, c'est que ça s'adresse aux enfants qui en ont le plus besoin dans les écoles. Et comme on va faire s'appuyer aussi sur les enseignants, on n'a pas mis de critères pour l'instant sur que l'enfant soit brusois ou non brusois, sachant qu'il y a 93% des enfants qui sont brusois, donc il y a de bonnes chances qu'on tombe en majorité dans ce pourcentage de 93%. Et puis on avisera après la première étape d'expérimentation. Il y aura un bilan de toute façon au bout de Oui. en fin d'année. Enfin, fin d'année 2022, parce que vous démarrez le dispositif. On est un peu dans une phase d'expérimentation. On conclut le classe pour une durée d'1 an. Là. D'accord. Et si un enfant qui est très en difficulté, il est exclu parce qu'il n'est pas brusois, il a aucune chance de rentrer dans ce genre de dispositif, parce que c'est d'abord un dispositif en lien avec les écoles. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas voulu mettre de critères pour l'instant sur l'origine brusoise ou non brusoise des enfants. Le critère est que si on récupère des enfants du P2A de Jacques Prévert, c'est des enfants qui sont pas forcément brusois en plus. Oui, ils bénéficient, eux, d'un dispositif déjà un peu particulier. Donc, voilà. Très bien. Donc, nous voterons cette délibération. Bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions sur le sujet ? Pas d'autres questions ? Donc, je passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Éducation toujours. Désignation d'un représentant de la ville au sein du collège Pierre Brossolette. Monsieur Hervé. L'article R421-14 du Code de l'éducation dispose que le conseil d'administration des collèges et des lycées comprend 2 représentants de la commune, siège de l'établissement, ou, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public et un représentant de la commune. À la demande du rectorat, les proviseurs et principaux ont demandé aux EPCI de désigner leurs représentants. Suite à la démission de Madame Tardivelle, initialement désignée représentante de la commune au sein du conseil d'administration du collège Pierre Brossolette, le conseil municipal est invité à procéder à la désignation d'un nouveau représentant au sein de ce conseil. Il est proposé au conseil municipal de désigner la représentante suivante, Magali Pétel,
au collège Pierre Brossolette. Bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Très bien, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, proposition adoptée à l'unanimité, merci. Délibération numéro 5, vie associative, convention de location du gymnase ou salle du COJO et du plateau sportif, cours du bas, du collège et du lycée Saint-Joseph pour la saison 2021-2022. Monsieur Kermarek. Oui, il s'agit de la mise à jour annuelle de la convention qui nous lie au collège et lycée Saint-Joseph pour la location du COJO en dehors des heures scolaires. Donc cette année, le montant est de 13 500 €. Bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Alors, pas vraiment sur la délibération, mais ça a un lien quand même, monsieur le maire. Je voudrais si vous pouvez nous donner des petites informations sur l'avancée ou la non-avancée du projet de la Providence. Nous savons que vous avez rencontré les porteurs du projet à plusieurs reprises. Est-ce que vous avez quelques informations à nous donner sur C'est vrai que ça fait pas ça n'a pas de lien direct avec la délibération d'aujourd'hui. Non, mais monsieur Kermarek se faisait un plaisir les années précédentes de nous parler du COJO et du projet, donc je ne résiste pas à la tentation cette fois-ci. Je vois. Bon, vous donnez des précisions pour l'instant, c'est en discussion. On a rencontré effectivement les gens du diocèse et les gens du collège et du lycée. Donc on a fait des propositions, ils en ont fait, on en rediscute. Et puis voilà, et donc il faut aussi qu'on prépare une OAP pour mettre au PLUI. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Quelles sont sur le sujet les grandes échéances? Bah écoutez, là on a de toute manière, si on veut avancer dans le PLUI, il faut qu'on fasse l'OAP rapidement. Voilà. Après, je sais que leur projet, ils veulent déjà commencer à initier les travaux assez rapidement. Ils voudraient presque ouvrir déjà une partie de leurs nouveaux locaux en 2024. Voilà, donc c'est lié aussi à un projet immobilier sur lequel on regarde et on discute ensemble. Voilà ce que je peux vous dire. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? Donc je passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Vie associative encore, convention de location d'équipements sportifs municipaux, l'École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information, l'ENSAI, pour l'année scolaire 2021-2022. Monsieur Kermarek. Oui, là encore, il s'agit d'une délibération annuelle qui vise à louer à l'École supérieure de la statistique un terrain, enfin en l'occurrence cette fois-ci ça va être un ou l'autre, puisque le terrain B est en réfection, et la salle d'activité du Vert-Buisson pour les activités sportives pour les étudiants. Avec donc pour la salle du Vert-Buisson une recette de 562,54 €, et pour le terrain de foot 898,70 €. Les tarifs étant retenus étant ceux auxquels on loue les équipements à la région. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a des questions, monsieur Athanase? Oui, bonsoir. C'était plus une interrogation un petit peu de manière générale sur les équipements sportifs de la ville de Bron, puisque la délib d'avant, c'est nous qui louons à la Providence, et là, c'est nous qui mettons à disposition des terrains pour des écoles. Où en sommes-nous sur le projet de Carlan, de l'éventuelle récupération des terrains sportifs de Carlan? C'est un sujet qui avait été évoqué maintenant il y a plus de 2 ans. Oui, alors c'est un sujet d'abord qui n'est pas nouveau. Qui n'est pas non plus très simple. Et vous n'ignorez pas non plus que les élections départementales ont eu lieu au printemps dernier. Alors, je ne vais pas dévoiler des secrets de polichinelle, mais au niveau même du conseil départemental, l'unanimité n'était pas de mise concernant la cession ou pas des locaux.
Ceci étant, on sait aujourd'hui que, on sait depuis longtemps d'ailleurs, que les locaux, d'abord, auraient besoin d'être remis en état et qu'ils sont de toute façon utilisés à plein temps par les usagers du campus, que ce soit les établissements scolaires ou même les entreprises qui disposent de créneaux en soirée. Donc, récupérer, alors je parle des salles, les tennis, je ne sais pas si vous êtes passé récemment, mais ils sont un petit peu aussi endommagés. Quant au terrain de foot, il est squatté par notamment des lapins, parfois. Et donc, il est en très mauvais état aussi, on l'a tendu récemment. Mais, donc voilà, ce qui fait qu'on a en l'occurrence des locaux et des terrains en état, qu'on va dire, qui nécessite une remise à niveau, une occupation quasi permanente des salles, et donc on ne voit pas bien l'intérêt que la commune aurait à se porter acquéreur, parce que soit on se dit bon, on prend ces locaux-là et puis on les garde pour nous, du coup alors là on se fâche avec tout le campus, on n'a pas forcément envie. Et puis, ou bien on se dit, ben on reste comme ça, et là, c'est des coûts pour la commune avec aucun avantage. Ce qu'on fait, c'est que ponctuellement, en cas de besoin, on loue ces locaux-là au département. Mais pour l'instant, on n'a pas dans l'idée d'en devenir propriétaire. C'était juste la question, effectivement, c'était de dire par rapport aux besoins de la commune liés à l'évolution de population que monsieur le maire citait tout à l'heure, notre interrogation, elle tient juste à se dire, ça fait un certain nombre d'années, et on en a fait partie, à tourner un peu autour du sujet. Est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir un arbitrage, je veux dire, est-ce qu'on investit sur de nouvelles installations, oui ou non, point barre. C'était la question, voilà. Je vais pas m'avancer sur les choix, mais a priori, on sait qu'on a des besoins et qu'il faudra un jour ou l'autre investir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? Non, pas de remarques. Donc je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Je passe maintenant la parole à Madame Chevalier pour le personnel, suppression et création de postes et modification du tableau des effectifs. Merci. Donc aujourd'hui, 4 postes sont concernés par cette délibération. Donc le premier à la police municipale, afin d'anticiper et d'assurer le remplacement d'un agent policier municipal titulaire à temps complet partant à la retraite au premier semestre 2022 et de permettre le lancement de la procédure de recrutement. Nous proposons la création d'un poste de brigadier chef principal à temps complet à compter du 1er octobre 2021 et la suppression de ce même poste, brigadier chef principal à temps complet, à compter de la date de départ. À la direction finance, direction éducation cuisine centrale, afin donc d'anticiper et assurer le remplacement d'un agent titulaire adjoint administratif principal de 2e classe à temps complet du service finance affecté sur de nouvelles missions au sein de la cuisine centrale, donc en remplacement d'un agent partant à la retraite à compter du 1er janvier 2022, et de répondre à l'évolution des besoins de la cuisine centrale en matière d'assistance et de gestion administrative auprès du responsable de ce même service, Monsieur le maire propose à l'Assemblée, pour pouvoir lancer la procédure de recrutement, la création d'un poste relevant du cadre d'emploi des adjoints administratifs à temps complet à compter du 1er octobre 2021 à la direction des finances, et la suppression d'un poste d'ATSEM principal de première classe à 31-35e à la cuisine centrale, exerçant des missions d'assistant administratif à compter du 1er janvier 2022, date de départ en retraite de l'agent occupant le poste. À la direction d'éducation, service école, afin de permettre l'intégration directe dans le grade d'ATSEM principal de 2e classe à temps complet d'un agent titulaire adjoint d'animation principale 2e classe à temps complet exerçant aujourd'hui les missions d'ATSEM. Monsieur le maire propose à l'Assemblée la création d'un poste d'ATSEM principal de 2e classe à temps complet à compter du 1er novembre 2021 et la suppression d'un poste d'adjoint d'animation principale 2e classe à temps complet à compter de cette même date. À la direction infrastructure et espace public, plus précisément service logistique multisite,
afin de pouvoir lancer une procédure de recrutement pour le remplacement d'un agent titulaire muté sur un autre poste et exerçant les missions d'agent d'entretien des locaux, nous proposons la création d'un poste relevant du cadre d'emploi des adjoints techniques à temps complet à compter du 1er octobre 2021 et la suppression du même type de poste, adjoint technique principal première classe à temps complet, à compter du 1er octobre 2021. Je vous demanderai de bien vouloir adopter les propositions du maire, de modifier le tableau des emplois et d'inscrire les budgets avec les crédits correspondants. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces créations de postes ou remplacements? Non, il y a pas de remarques? Non? Très bien. Merci. Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Monsieur Michel, maintenant, pour l'aménagement Vallée de Vilaine, groupement de commandes. Alors, depuis 2012, Rennes Métropole et les communes touchant la Vilaine ont engagé une démarche partenariale afin d'élaborer un projet d'ensemble pour la vallée de la Vilaine et le mettre en œuvre progressivement. En janvier 2014, c'est l'équipe Terre avec Arcadis qui enrichi de la coopérative Questa qui a été désignée lauréat du dialogue compétitif. Elle a été attributaire d'un accord cadre d'une durée de 7 ans qui arrive à échéance, comprenant des missions d'études à l'échelle du périmètre de la vallée et des sites spécifiques. L'objectif de la démarche est de mettre en œuvre un projet d'ensemble ambitieux pour la vallée de la Vilaine, liant les usages et fonctions autour des loisirs et de la nature et valorisant les paysages et la biodiversité dans les milieux naturels et agricoles. J'avance un peu sur le fait qu'on connaisse tous le projet. Il a pour but de valoriser notre vallée en relevant un territoire très riche, en valorisant et préservant les ressources de territoire et en mettant en œuvre un projet de territoire et impulser une dynamique en s'appuyant sur les acteurs présents sur le site. Le projet se traduit ainsi par des aménagements favorisant les accès grâce au parcours autour de la voie des rivages et à l'ouverture des étangs, mais aussi des activités d'animation, de sensibilisation et de valorisation du territoire. Le socle d'aménagement porté par l'agence Terre s'appuie sur des parcours de promenade structurants et complémentaires, voies des terres, épine dorsale du projet, et le réseau des voies des terres et des portes. J'avance un peu, elle est très longue sur le projet. Hop. Afin de poursuivre la mise en œuvre du projet de valorisation de la vallée de la Vilaine, de Rennes à Laillé, l'ensemble des communes concernées affirme la démarche partenariale en constituant un nouveau groupement de commandes. Le périmètre d'études couvre l'ensemble de la vallée de la Vilaine, du sud-ouest du territoire de Rennes à Laillé. Il concerne donc les communes de Bru, Chavagne, Laillé, L'Heureux, Rennes, Saint-Jacques-de-la-Lande, Vezin-le-Coquet. La réflexion sera élargie au territoire limitrophe du site de la vallée en lien avec les besoins de l'étude. Une convention de groupement de commandes est établie entre Rennes Métropole et les communes qui souhaitent s'impliquer dans la réalisation du projet et décliner des actions d'aménagement ou d'animation spécifiques à l'échelle communale dans les années à venir. Le groupement de commandes a pour objet de passer des marchés, notamment de maîtrise d'œuvres urbaines, comprenant notamment des études à l'échelle du périmètre global de la vallée de la Vilaine, ou des études préalables et pré-opérationnelles à l'échelle des sites spécifiques, des études thématiques transversales, des missions d'assistance et de suivi, de maîtrise d'œuvre sur des sites opérationnels de tailles diverses, d'accompagnement, de coordination opérationnelle, d'action et d'opérations d'aménagement et de valorisation, des études thématiques diverses, d'animation, démarches participatives et co-construction avec les acteurs. La convention prend effet à sa notification et expirera le 31 décembre 2027. Elle pourra être reconduite après délibération de l'assemblée délibérante de chacun des membres du groupement. Dans le cas de marché ou accord cadre dont la maîtrise d'ouvrage fait intervenir Rennes Métropole est désigné comme coordinateur du groupement. Dans le cas des marchés ou accords cadres dont la maîtrise d'ouvrage concerne une ou plusieurs communes, les parties prenantes conviennent ensemble de la procédure et désignent le cas échéant le coordinateur du groupement. Le coordinateur est chargé de procéder à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection des prestataires, de signer les marchés et accords cadres, de les notifier. Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s'assurant de leur bonne exécution et prévoyant les crédits budgétaires pour les dépenses lui incombant. Les marchés subséquents, issus d'un accord cadre, seront attribués selon les modalités de l'accord cadre. Le suivi du groupement de commandes sera effectué par les instances de pilotage mises en place par les membres du groupement.
Ces instances auront pour mission de donner des orientations, de formaliser des avis et de valider des propositions relatives à la définition des besoins et à la désignation des prestataires. Je vous demanderai donc de bien vouloir approuver les termes de la convention constitutive du groupement de commandes à conclure entre Rennes Métropole et les communes de Rennes, Bru, Chavagne, Laillé, L'Heureux, Saint-Jacques et Vezin pour la valorisation de la vallée de Vilaine et d'autoriser Monsieur le maire ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en application des articles L. 5211.9 ou L. 2122.17 du Code général des collectivités territoriales à signer cette convention et tout acte s'y rapportant. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Juste une remarque avant donc on comprend la mise en place de cette convention. Convention, oui. Cependant, deux questions. La première, c'est avant de mettre en place un tel groupement d'achat, on aurait voulu avoir communication de la convention qui va régir la vallée de Vilaine, en l'occurrence sur ses programmes d'investissement et en particulier les modalités. Il est clair, et on a vu là qu'il y a des passations de marché qui vont être lancées, mais pour ne pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est d'avoir une visibilité sur cette convention et quelle est-elle, où en sommes-nous. Et deuxième élément, nous aurions souhaité, et on remarque que pour une transparence dans la gouvernance qui est mise en place, nous aurions souhaité qu'un élu de la minorité puisse aussi siéger dans ce groupement. Alors pour ce qui est en fait de la convention, donc voilà, c'est une convention qui est proposée à l'heure actuelle à toutes les communes, évidemment, qui sont partie prenante. Et évidemment, c'est sous-tendu du projet de la vallée de Vilaine. Alors le projet de la vallée de Vilaine, je pense que vous devez être au courant quand même. Je pense que dans l'ancienne mandature, tout le monde vous a expliqué un petit peu comment ça fonctionnait, enfin, je suppose. Donc voilà. Et pour ce qui est après des conventions, vous n'avez pas eu du tout de... Non, mais c'était pas la question. Pas la question. Je sens un petit peu d'ironie de votre part. Donc, Non, il n'y a pas du tout d'ironie. Excusez-moi si j'ai fait passer de l'ironie. Non. Le projet est connu. Non, mais je pensais... La question, elle est de... Je pensais que vous étiez déjà... un projet sur la vallée de Vilaine. Donc, quelles sont les modalités et le plan d'investissement qui est prévu avant de mettre en œuvre un groupement d'achat? Bah écoutez, les plans d'investissement, nous on les a découverts quand on est arrivé, parce que les plans d'investissement avaient déjà été déclarés. Voilà, ça, sur les plans d'investissement, on est d'accord, mais c'est sur les modalités de financement sur lesquelles nous n'avions jamais trouvé encore d'éléments d'accord. Et donc, vous deviez reprendre ces éléments-là. Donc, où en sommes-nous et quelles sont ces modalités? Bah écoutez, là aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre comme ça, mais... Surprenant, monsieur le maire, de mettre en place une convention de groupement d'achat sans savoir les modalités qui vont régir ensuite les collectivités. Non. Surprenant. Et surtout ensuite sur les coûts d'exploitation. C'est un peu comme si vous construisiez une maison et lancez les travaux sans savoir le plan de la maison. Pas mal. Bien. Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Moi, si tu permets, en fait, les travaux, c'est un groupement de commandes pour des travaux, si j'ose dire, au fil de l'eau. Bon. Ouais. Et donc, alors, on sait tous ce qui était prévu initialement. On sait tous que c'était 1 euro que mettait une commune, 2 euros, la métropole mettait 2 euros. Voilà. Donc on est parti sur cette base-là. Après, les calculs ont parfois été un peu difficiles pour se mettre d'accord. Si on met 10 millions d'euros pour la commune de Bru, ça fait combien selon la règle de publicité, M. Camarade? 5. Sommes-nous capables de supporter tel coût? Non, mais attends, alors, non, mais j'entends bien, Oui, mais les montants aujourd'hui. Sur quoi, monsieur le maire, vous avez raison. On connaissait les montants, c'est les modèles. Alors,
On peut dire deux choses. D'abord, c'est un exemple qui n'a pas tout à fait de sens. Je ne vois pas la commune, la métropole dire voilà, nous on va mettre 10 millions, amener les 5 votes. Bon, ça c'est un premier point. Non, mais si vous nous dites qu'il faut être sérieux, je dis aussi qu'il faut être sérieux dans ce que vous dites. Non, vous parlez sérieusement, mais il n'a jamais été question nulle part que ce soit la métropole qui impose quoi que ce soit aux communes, que ce soit là, que ce soit dans la voirie, par exemple. Vous avez par exemple, enfin moi je. Oui. Mais le groupement d'achat, alors. Le groupement d'achat, il est fait pour justement les acquisitions au fil de l'eau. On n'a pas, je dirais, pour l'instant, de programme d'investissement, puisque la grosse majorité des investissements aujourd'hui a été réalisée, et pour l'instant, le reste n'est pas encore programmé. Monsieur Athanase. Je voulais juste rajouter, parce que pour avoir participé aussi à cette discussion à l'époque, on avait quand même une grosse interrogation au niveau de l'équipe précédente, c'était par rapport à ces coûts d'investissement, c'était surtout de supporter les coûts d'exploitation derrière. Et là, c'était réponse totalement blanche de la part de Rennes Métropole, qui nous dit nous, on vous aide clairement avec cet abondement au départ, et après, entre guillemets, débrouillez-vous avec les installs qu'on aura en partie financés. Et c'était sur ce point-là où on demandait avoir des clarifications par rapport à tous les investissements qui pourront se faire, et on est très heureux que ça se fasse dans le cadre de ce projet-là, mais vous pouvez comprendre quand même qu'on pose la question, parce que quand on part sur ce genre d'investissement, c'est pas juste pour un an, c'est pour une certaine durée. Et donc la question demandait clarification, c'est pour ça que Vincent dit, est-ce que ça a été clarifié dans le cadre de cette convention, est-ce que tous ces points ont été abordés, c'est tout, ça n'allait pas plus loin, la question. Monsieur Michel. Alors, quant au coût d'exploitation, cette question n'a pas encore été tranchée en copil. Elle est revenue au dernier copil. Et donc, Madame Pesserve fait travailler les services pour que ce soit acté noir sur blanc au prochain copil, ce qui lancera, parce que toutes les communes ont le même souci que nous, à savoir ce qu'il a vraiment été acté, et des compréhensions différentes entre ce que propose Rennes Métropole et les communes. Cette réponse me paraît totalement correcte et va dans le sens de se dire on ne peut pas valider un projet d'ensemble sans bien sûr regarder le coût de l'investissement et le coût de l'exploitation qui est totalement associé, puisque le portage de la commune, au bout du bout, pour les citoyens, sera l'investissement plus l'exploitation. Voilà, donc il faut juste... c'est là-dessus où effectivement il y avait beaucoup de flou côté Rennes Métropole à l'époque, et que Vincent demande à dire est-ce que dans le cadre de cette convention, ces points-là ont été clarifiés. Ouais, et le projet Vallée de Vilaine n'est pas un projet qui ne concerne que les 7 communes qui sont en bordure de la Vilaine. Moi, je me limite juste à un impact Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est un projet métropolitain. Et donc, les questions des communes, et en particulier de la ville de Breux, est-ce que c'est à la ville de Breux et aux 7 communes qui sont riveraines de payer le fonctionnement, ou plutôt c'est un projet métropolitain, donc à la métropole d'assurer l'entretien de ces équipements. À l'époque, le flou était suffisamment important pour qu'on puisse pas se positionner, c'est pour ça que il est toujours encore flou. D'accord. Et les communes, pour l'instant, sont en train de discuter pour que la métropole, comme c'est un projet métropolitain, assume également le fonctionnement. Vous voyez dans notre commentaire un encouragement à être ferme sur le sujet. Voilà. Bah, tout à fait, tout à fait. Et cette convention, c'est tout à fait différent. C'est dans le style des marchés à bon de commande. C'est-à-dire que si on est intéressé par un mobilier qui peut être intéressant pour nous, je sais pas, dans un parc, ou etc., on en profite ou on n'en profite pas. Si on trouve mieux ailleurs, on n'a aucune obligation d'acheter du matériel par le biais de ce marché, quoi, ou du mobilier, quoi. Mais c'est simplement un travail fait par la métropole. Si on est intéressé, eh bien, on pioche dans le marché, ça nous évite de faire un appel d'offres, tout simplement. Mais en tout cas, la question a été posée au dernier copil, et c'est M. Michel qui l'a posée. Voilà, donc on est vigilant par rapport à ça, et on prévoit il y a une séance de travail prévue. Je lis le rapport du COPIL là, et effectivement il y a une séance de travail autour de la convention de gestion, l'entretien, le renouvellement et le remplacement qui est prévu. Voilà. Merci. D'autres questions ? D'où notre demande de pouvoir éventuellement être invité via la minorité à participer à toutes ces discussions.
On posera la question. De pouvoir occuper le poste de suppléant qui est prévu dans la convention, dans chaque commune. Un élu et un poste de suppléant. Donc nous demandons si quelqu'un de la minorité ne peut pas occuper ce poste-là. C'est une discussion qu'il faut avoir avec la métropole. Bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? D'autres questions? Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est noté pour les abstentions. 7 du coup. Très bien, merci. Madame Pierre, maintenant pour l'aménagement, avis d'installation classée pour la protection de l'environnement de la SARL Biogaz de la Vilaine. Bonsoir. La SARL Biogaz de la Vilaine, implantée au lieu-dit Les Grands Éviniers à Chavagne, a déposé une demande d'enregistrement auprès de la préfecture en vue d'obtenir l'évolution d'une unité de biométhanisation. Cette activité a fait l'objet d'une déclaration en préfecture le 9 décembre 2019 pour une capacité de 29,8 tonnes jour. Les exploitants de la SARL Biogaz de la Vilaine sollicitent une évolution de la capacité des installations pour un tonnage journalier de 72,3 tonnes. L'unité de méthanisation à partir de matières premières fermentescibles permettra de méthaniser des lisiers et fumiers de bovins issus de 4 éleveurs qui sont aussi les gérants de la SARL, des lisiers et fumiers de bovins issus d'autres élevages et dont les exploitants mettent aussi leurs terres à disposition pour le plan d'épontage. 12 exploitations dont les terres se situent sur 6 communes. Ces matières seront complétées par des matières végétales produites sur les terres de certaines exploitations inscrites au plan d'épandage pour la valorisation du digestat. L'objectif de l'installation est de produire une énergie renouvelable, biométhane, à partir d'un procédé d'épuration. Le biométhane sera ensuite injecté dans le réseau GRDF. L'activité relève de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, ICPE. Une consultation préalable du public est en cours depuis le 20 septembre et jusqu'au 20 octobre 2021. Le dossier de consultation est consultable à la mairie de Chavagne et sur le site internet de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Conformément à l'article R 512-46-11 du Code de l'environnement, la commune est invitée à formuler un avis sur cette demande d'enregistrement. Le dossier présenté informe principalement sur la création de l'unité de méthanisation en 2019. Les raisons conduisant à l'augmentation de la capacité du tonnage journalier de la demande en cours ne sont pas motivées clairement. La ville n'a donc pas les éléments nécessaires pour statuer sur le dossier. Par ailleurs, la ville s'interroge sur le rendement énergétique net du projet, c'est-à-dire sur la différence entre les besoins énergétiques nécessaires à la production du biogaz, cycle complet, et la quantité d'énergie effectivement produite. De plus, le projet prévoit la culture spécifique de 55 hectares de maïs pour alimenter l'unité de méthanisation, alors que ces surfaces pourraient être destinées à l'alimentation humaine ou animale. Je vous demanderai donc de bien vouloir émettre un avis défavorable à la demande d'enregistrement de la SARL Biogaz de la Vilaine, implantée au lieu-dit Les Grands Éviniers à Chavagne, en vue d'obtenir l'évolution d'une unité de biométhanisation. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Monsieur Attalaz. Des questions et des remarques. Oui, allez-y. Vous nous demandez ce soir de nous exprimer sur la demande d'augmentation de capacité de cette SARL Biogaz de la Vienne qui est faite au niveau de la préfecture de notre département. Cette installation de méthanisation à base de lisier et de fumier a été initiée en 2019 par 4 agriculteurs situés sur la commune de Chavannes, en proximité de Bru. Leur demande est autant aujourd'hui de passer donc d'une capacité de production d'un peu moins de 30 tonnes à un petit peu plus de 70 tonnes. Aussi, vous émettez un avis défavorable qui pour le moins nous surprend et qui surtout démontre une vision de notre point de vue très régressive de ce qui est bon pour notre territoire. En effet, le déploiement de ces solutions de production d'énergie à partir de la méthanisation est totalement inscrit dans la démarche de notre pays pour une transition énergétique efficiente. La méthanisation participe à réduire notre impact sur l'environnement, encore très dépendant aux énergies fossiles. Selon l'ADEME, la technique d'injection de gaz utilisée par cette exploitation est le mode le plus performant. De même, pour l'ADEME, la méthanisation des déchets organiques présente de nombreux avantages que vous omettez dans votre réflexion. Une double valorisation de la matière organique et de l'énergie, intérêt spécifique à la méthanisation par rapport aux autres filières,
une diminution de la quantité de déchets organiques à traiter par d'autres filières, une diminution des émissions de gaz à effet de serre par substitution à l'usage d'énergie fossile, j'en ai parlé tout de suite, un traitement possible des déchets organiques graisseux, très humides, donc non compostables en l'état, et pour des grosses unités, une limitation des émissions d'odeur a priori du fait du digesteur, puisque là on est dans ce cas d'un digesteur hermétique et donc d'un bâtiment clos équipé de traitement d'air performant. Il faut savoir qu'aujourd'hui il existe plus de 1000 installations sur le territoire en France en production et qu'on a aujourd'hui presque 1300 projets en cours. Il est surprenant de vous voir voter contre ce genre de développement en argumentant d'une part un manque d'éléments d'information qui ferait défaut à leur demande, mais surtout une part de jugement de valeur sur le principe même de ce qu'est une installation de méthanisation et des équilibres des intrants qu'il faut maîtriser pour en garantir une bonne exploitation. Sans être expert, ce que je ne suis pas et ce que nous ne sommes pas, nous ne voyons pas à la lecture des documents remis et soumis, qui sont par ailleurs très détaillés, contrairement à ce que vous dites, et explicites, en quoi il manquerait des informations techniques pour valider cette demande. Vous amenez un jugement sur la surface de culture, mais sans aucun discernement, alors que celui-ci ne représente que 8,7% de la surface totale, de 8,7% des intrants, alors que la réglementation préconise d'être inférieur à 15%. Mais peut-être que ce ne sont pas des spécialistes qui préconisent ça. Il faut rappeler que les 55 hectares dont vous parlez sont à mettre en perspective des 640 hectares d'exploitation totale cumulée de cette installation, qui d'ailleurs est présente dans le dossier. Vous devriez savoir par ailleurs, si vous vous intéressez un peu à ce type de production d'énergie, que la baisse du tarif de rachat à partir de 2023, et là ce ne sont pas les agriculteurs qui sont maîtres, va obliger ces derniers à revoir leur démarche et adapter leur type de production par rapport à cette nouvelle réglementation. Il est surprenant de vous voir vous opposer et d'opposer un vote de rejet que nous considérons comme brutal, alors que dans le même temps, M. Salmon, alors pas Philippe, Daniel, député Europe Écologie Les Verts, breton de surcroît, qui vous est donc sénateur, excusez-moi, qui vous est donc plutôt proche politiquement. Si vous écoutez un peu l'info, la semaine dernière vient juste d'être rapporteur d'un rapport diligenté par le Sénat, mettant en lumière tout l'intérêt de cette activité qui va contribuer à la neutralité carbone à horizon 2050. Ce même rapport, très explicite, si vous en prenez un peu connaissance, je cite d'ailleurs M. Salmon, pas Philippe, mais Daniel Salmon, d'éviter les à-coups et de réévaluer les objectifs de 10% de gaz renouvelable d'ici 2030. Et donc, avec cette nouvelle réglementation qui limite la tarification, il faut accompagner les agriculteurs. Eh bien, avec des prises de position comme les vôtres, là, on est certain de rester sur place. Ça, c'est sûr. Vous êtes donc, de notre point de vue, dans l'incohérence la plus totale. Et au vu de cette vision, nous jugeons totalement politique et arbitraire et dogmatique, au risque de mettre en fragilité ces 4 agriculteurs. De notre côté, nous allons voter contre. Voilà. J'ai tout dit. Merci. Madame Pierre. Oui, alors l'objet ce soir, ce n'est pas du tout d'être contre la méthanisation dans son ensemble et de rejeter en bloc l'intérêt que peut avoir la méthanisation. Nous sommes tout à fait conscients des besoins de développement des énergies renouvelables, donc là n'est pas la question. L'objet de cette position ce soir, c'est de dire que nous estimons que nous manquons d'informations, en particulier sur la production énergétique nette du processus complet, c'est-à-dire toute l'énergie qui a été dépensée pour produire l'énergie par rapport à celle qui est effectivement produite, et sur le fait qu'effectivement, ils expliquent dans leur dossier que les cultures représentent seulement 8% des apports, sauf que si on les rapporte à la matière, si on la rapporte à la matière sèche, qui est effectivement utilisée dans l'ensemble du processus, les 8% sont largement dépassés. Donc effectivement, ils sont dans la réglementation, ça il n'est pas question de dire autre chose. Par contre, nous considérons qu'il y a un certain nombre d'informations qui sont manquantes, et 55 hectares de maïs, ce n'est pas rien, ça peut être utilisé d'une façon différente. Et par ailleurs, il y a aussi de la culture de cives qui sont nécessaires, donc qui sont des cultures intermédiaires à vocation énergétique et qui peuvent également poser question. Donc
Nous ne sommes pas dans une opposition dogmatique du tout. L'idée, c'est de dire que les informations dont nous disposons ne nous permettent pas de nous prononcer en faveur de l'augmentation de capacité, et donc il ne nous reste que cette possibilité d'avis défavorable. Et pour ce qui concerne Daniel Salmon, j'ai passé une partie de la matinée avec lui samedi matin. Il m'a expliqué qu'il y avait méthanisation et méthanisation. Donc voilà. Donc je ne suis pas un spécialiste non plus, mais vous voyez que... Alors, on n'est pas contre la méthanisation, il faut être clair là-dessus. On n'est pas du tout contre. On sait très bien que c'est une énergie alternative intéressante, mais on peut pas faire, c'est pas la peine de faire aussi n'importe quoi. Alors je dis pas que ce projet fait n'importe quoi. Hein. Mais en votant contre, vous mettez en doute le fait que, enfin, vous mettez l'idée que ces gens-là peuvent faire n'importe quoi, ce qui n'est pas le cas. On ne vote pas contre, on émet un avis défavorable. Défavorable. On n'est pas les seuls à émettre un avis. Voilà. Vous émettez un avis défavorable sur des éléments manquants que malheureusement je n'ai pas compris ce qui manquait comme information. Je peux vous l'expliquer si vous voulez. Il n'y a pas de souci, je vais juste finir ma remarque. Également, vous remettez en cause les critères nationaux de qualification des installations de méthanisation. Bon, c'est juste l'ADEME qui fixe certainement des critères qui ne sont pas assez sévères, si j'entends Madame Pierre son point de vue. Enfin, à ce tarif-là, on est d'accord avec vous, faire les lois du matin au soir. Bien les bons réflexes et la bonne... On peut juste revoir les critères autant qu'on veut. Il y a des critères légaux et puis après, il y a des critères subjectifs. Là, on est dans le subjectif complet. Je suis désolé. C'est ce que je comprends, mais c'est pas grave. Monsieur Delaunay. Ouais, donc je vais aussi parler un petit peu du rapport du CEMA, puisqu'il y a autre chose qui est dedans, c'est un petit peu le manque de transparence pour les collectivités locales par rapport à ce genre de projet. Notamment, je pense que quand on compare à des projets photovoltaïques ou éoliens, on a cette capacité à calculer l'énergie grise. L'énergie grise, c'est ce qui est expliqué dans la délibération, c'est la production par rapport aux intrants. Sur un système photovoltaïque, l'obligation est de produire ces résultats, ces chiffres sur une vingtaine d'années. Et nous, ce qu'on regrette, c'est de ne pas avoir ces informations-là, donc de ne pas se prononcer pour cette énergie. Et le fait de ne pas avoir plus de transparence sur ces installations. Et ça, c'est factuel. Mais on peut faire des productions, enfin, connaître la production annuelle. Ça, c'est possible. Elle est produite, mais on n'a pas les chiffres. Et ça manque de... Non, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de chiffres. Et Daniel Salmon ne les a pas eu non plus, les chiffres, vous voyez. Donc... Votre micro, M. Athanasian, on ne vous entendra pas. Je disais, le rapport est un rapport d'ailleurs du Sénat, hein, donc même si M. Salmon en est le rapporteur, ce que tout le monde s'accorde à dire, c'est qu'il est équilibré, c'est-à-dire qu'il n'est pas ni dans un sens ni dans l'autre, il essaie de trouver un consensus. Absolument. Votre décision de ce soir dans la délibération, vous pourriez effectivement, comme l'ont fait d'ailleurs d'autres communes, voter pour en demandant des précisions, des compléments d'information, ce qui arrive régulièrement. On demande pas de faire un oui sans se poser de questions, mais un non brutal, c'est un non brutal. Après, vous pouvez l'argumenter comme vous voulez, ça reste un non brutal. Point barre. C'est tout ce que je dis, et c'est tout ce qu'on voulait vous passer comme message ce soir, en votant contre. Très bien. C'est juste une précision, peut-être, pardon. Ouais, Monsieur Boutin. C'est monsieur. Ouais. Pardon. Monsieur Chevet. Sur le dossier, l'avis porte bien sur l'extension, ça ne remet absolument pas en cause le projet initial de 2019, hein, qui sur le point... Et vous croyez qu'ils vont survivre avec la nouvelle tarification, avec seulement 30 tonnes ? Tout l'enjeu de leur projet est là. C'est juste que vous avez, a priori, pas regardé dans votre analyse. C'est que l'adaptation de ces installations, et il y a une évolution de la tarification dont les agriculteurs ne sont pas du tout maîtres. La régulation et la commission de régulation de l'énergie fixe des tarifications de rachat d'énergie dont les producteurs ne sont, enfin malheureusement ou peut-être heureusement d'ailleurs quelque part, ne sont pas maîtres. Et donc les producteurs d'énergie, là ces 4 agriculteurs, doivent juste s'adapter au marché. C'est leur problématique. Ce qui n'est pas décrit dans le dossier sur l'augmentation de la... mais non, mais ça moi je l'ai lu, alors excusez-moi, c'est clair et net et c'est très transparent. Et le rapport qui vient de sortir au niveau national rappelle bien que cette difficulté pour ne pas freiner le développement de la méthanisation, c'est de s'adapter à la nouvelle réglementation de tarification à partir de 2023.
Et c'est tout l'enjeu de ce qu'a expliqué M. Salmon, Daniel, en disant, tout en mettant des règles et bien sûr du contrôle, ça va de soi. Il est hors de question de rentrer une espèce d'industrialisation de la méthanisation à ces niveaux d'exploitation, mais tout ça c'est régulé. Les ratios indiqués de moins de 15% sont faits pour ça. Enfin, je trouve que professionnellement, je connais un petit peu le sujet et je peux vous dire, c'est hyper contrôlé, quoi. C'est pas en boucle ouverte, loin de là. Mais bon, c'est pas grave, vous votez contre. Ce qui est sans doute dommage, d'ailleurs, c'est que vous n'ayez effectivement pas pris le soin d'exprimer des réserves par rapport au projet, tout en s'appuyant effectivement sur le rapport qui est assez explicite sur le sujet. Il dit bien que la France doit encourager un développement maîtrisé de la méthanisation pour accélérer la transition énergétique, tout en évitant des dérives sous-jacentes à ces technologies. Donc ça a été clairement posé. Le sénateur Salmon a souligné que l'ensemble des élus sont tombés vite d'accord sur le fait que la méthanisation avait tout son intérêt dans le mix énergétique français, mais qu'il devait y avoir de sérieux points de vigilance, et ça, d'autres collectivités ont su mettre quelques réserves ou points d'intention, comme le disait tout à l'heure Olivier. Donc c'est un élément important, donc c'est surtout le signe que vous donnez. Puisque aujourd'hui il y a des trajectoires qui sont posées sur le sujet. On voit bien que je lisais des éléments de Véronique Andrieux, qui n'est autre que directrice générale de WWF, qui cite des éléments sur le sujet en disant que c'est une filière qu'il faut accompagner, appuyer, et donc dont on ne peut pas s'exonérer. Et c'est ce signe-là, encore une fois, sur notre collectivité, ils ont une intervention limitée. C'est plutôt une posture politique, comme tu le disais. Mais tout ce que vous dites, on est d'accord avec ça, il n'y a pas de problème, hein. On sait bien. Alors, on est d'accord avec ça, sauf que ce que vous dites, c'est que vous dites que notre décision remettrait en cause l'idée que la méthanisation est un bon élément vers la transition écologique. On vient de vous dire que, fondamentalement, on pense que c'est une bonne chose, à condition, et vous l'avez dit vous-même par l'extrait du rapport, que ce soit maîtrisé. Que disent les experts là-dessus? Et ça va au-delà du rapport. Ils disent qu'à partir d'une certaine taille, et d'une certaine taille de l'unité de méthanisation, et que donc au-delà d'une certaine quantité d'intrants cultivés exprès pour la méthanisation, on ne maîtrise plus. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les intrants ne sont plus des éléments qui viennent, laissez-moi finir, ne sont plus des choses qui viennent, laissez-moi finir s'il vous plaît, ne sont plus des choses qui viennent de l'exploitation, mais qui deviennent des éléments de marché. Et à ce moment-là, on ne maîtrise plus les prix, contrairement à ce qui est institué. Or, le problème des agriculteurs aujourd'hui, c'est bien d'avoir des rentrées stables. Et c'est bien cela que dit effectivement le rapport, et c'est pour ça que la durée et la garantie des prix est importante. Sauf que c'est justement la taille des installations qui risque de faire qu'on perde la maîtrise de ce coût, et qu'au-delà d'un espoir de stabilisation qui est très important aujourd'hui pour les agriculteurs, vu les problèmes de prix. Tout ça, c'est de la théorie, ça. Hein. Mais je sors, monsieur Athanase, je sors d'une réunion avec monsieur Salmon et les élus de Chavagne et d'Ureux, et c'est exactement ce qui a été dit, parce qu'il y a le rapport qui est un rapport du Sénat, et il y a l'avis de monsieur Salmon qui, comme vous le faisiez remarquer tout à l'heure, effectivement, a quelques affinités avec notre orientation. Donc, arrêtez de dire que nous sommes contre la méthanisation. Arrêtez de dire que nous envoyons, laissez-moi finir s'il vous plaît, que nous envoyons un mauvais signal. Nous envoyons juste un signal qui est qu'on est contre le fait de l'extension, parce qu'il nous semble que cette extension-là n'est pas très raisonnable, puisque vous connaissez le sujet. Vous savez aussi que 2 agriculteurs vont partir en retraite. Quid de la succession quand ensuite il va s'agir de pérenniser cette Excusez-moi, M. Boutin, moi j'ai pas de boule de cristal. La seule chose, je reste factuel, la demande de dossier qui a été déposée par cette entreprise et ces 4 agriculteurs, de notre point de vue, est conforme aux limites prescrites par l'ADEME et toutes les organisations. Donc on ne voit pas, y compris pour les intrants et à 55 hectares, reste sur l'exploitation, malgré ce que vous êtes en train de parler de commerce ou je ne sais quoi. On vous entend dans vos propos, on est bien dans un discours politique, ce que j'entends, hein, vous avez le droit et c'est honorable, j'ai pas même si je ne le partage pas du tout, mais moi je parle juste de factuellement, pour 4 agriculteurs qui demandent une augmentation d'exploitation
dans un dossier qui, de notre point de vue, n'appelle aucune remarque au-delà de ce qui est autorisé, on ne comprend pas votre refus. Voilà. Et donc, on le vote contre par rapport à ça. Après, on a bien compris que politiquement, on n'avait pas la même vision, mais ça, c'est pas une nouveauté qu'on découvre un 11 octobre ce soir. Donc, j'ai bien compris et ne vous inquiétez pas, on vit bien avec et vous, pareil, c'est pas un souci là-dessus. Voilà. Bien, merci. Donc, je passe au vote. Qui vote contre? Donc 7 votes contre. Qui s'abstient? Donc proposition adoptée, moins 7 votes contre. C'était la dernière délibération pour ce soir, donc je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. S'il vous plaît, en dehors du conseil municipal, c'est juste une petite information, si vous pouvez nous la donner. Quid du marché de Noël cette année? Parce que la date approche peut-être. Je ne sais pas si vous avez prévu de faire un... Oui, Noël, je sais, le 25. Qui peut répondre un marché de Noël à cette question? Marion? Non? Bon. Marché de Noël? Alain? Non, a priori, oui. Bon, vas-y, François, a priori. Mais François, pardon, excusez-moi. Monsieur Salle. Voici Alain. Le 4 décembre, je crois. Le 4, il me semble que 3 et 4. Merci, donc je lève la séance. Bonne soirée à toutes et à tous.